de remercier monsieur le professeur Bousfiha qui nous a poussé vraiment pour qu'on s'intéresse à ce déficit immunitaire chez l'adulte. Et d'après qu'on a commencé avec lui, ça fait 3 ans, je pense, en tout cas nous. C'est-à-dire on est devenu vraiment très sensibilisés, même les résidents qui sont présents là. À chaque fois qu'on a un staff, qu'on a des choses inhabituelles, est-ce qu'il n'a pas un déficit immunitaire? Regardez les lymphocytes, je fais le dosage, l'immunoélectrophorèse, etc., etc. Ça veut dire que grâce à votre unité, à votre équipe, au service de médecine interne, on commence à s'intéresser aux patients et donc à sauver des patients. À sauver des patients. Merci. Donc, le but de mon observation, de ma présentation, c'est de partager avec vous un cas de déficit immunitaire qui nous a posé des problèmes. Et on veut avoir l'avis des... Madame elle est partie. Elle est encore là. L'avis de nos experts. D'accord, Adji. Non, c'est pas grave, moi je... Non, c'est pas grave. Il connaît le malade. D'ailleurs, on parle avec elle, etc. Donc, c'est à propos, c'est un patient bien sûr qui présente un déficit immunitaire commun variable. C'est vrai qu'on dit que les manifestations digestives la fréquence est de 5 à 50%. En tout cas, chez nous, on n'a pas l'impression que c'est un malade sur 2, parce qu'on n'a pas encore, probablement, on n'a pas encore fait beaucoup de diagnostics. Et c'est vrai que les déficits qu'on a vus, c'est les déficits immunitaires communs variables, pas les autres. Sur le plan pratique, ça nous pose des problèmes diagnostiques, essentiellement diagnostiques, mais aussi thérapeutiques, comme ce qu'on va présenter concernant cette observation. Alors, c'est M. Gouish Mohamed, Madame Aïla, vous le connaissez, oui. Alors, il est âgé de 24 ans. L'antécédent, il est allergique au métronidazole, opéré pour dilatation des bronches à l'âge de 7 ans et à l'âge de 10 ans. Et le diagnostic de DICV n'a été fait qu'en pédiatrie chez vous, devant des infections pulmonaires à répétition avec une diarrhée. Et donc, depuis, il reçoit des immunoglobulines à raison d'une fois par mois. Et l'évolution, c'était la régression des infections. Ça a jugulé son problème pulmonaire, mais le problème digestif a persisté. Mais il n'y avait pas de retentissement sur le plan général. Et c'est pourquoi vous l'avez envoyé, parce qu'il est devenu adulte. C'était en juin 2016, on l'a hospitalisé pour problème de diagnostic étiologique d'une diarrhée chronique liquidienne qui évolue depuis 3 mois avant son hospitalisation. C'est 10 selles par jour avec des douleurs abdominales, c'est vrai, qui n'étaient pas intenses, mais avec des proctalgies importantes. Et syndrome anémique clinique qui était mal toléré, c'est pourquoi on l'a hospitalisé. Le malade n'extériorisait pas des hémorragies digestives, il n'y avait pas d'autres signes digestifs extra-digestifs associés. Notamment, il n'y avait pas ces symptômologies pulmonaires qui a révélé le déficit initialement. C'est un malade qui était diarrhéique depuis 3 mois et donc il est clair qu'il va être maigre. Il y avait un amaigrissement asthénique. Cela évolue dans un contexte d'apérixie. Alors, qu'est-ce qu'on trouve à l'examen? Pas grand-chose, en dehors de le retentissement de la diarrhée. Il était dénutri à 16 kg par mètre carré l'IMC. Il n'était pas fébrile. L'examen abdominal, il a une sensibilité abdominale. Les proctalgies étaient liées à l'existence d'une ulcération anale très douloureuse. D'ailleurs, il avait du mal pour s'asseoir. Et puis, quand on faisait l'examen procto sans sédation, il avait toujours mal. Les examens endoscopiques, on les faisait sous sédation, notamment la coloscopie. Alors, qu'est-ce qui se passe en plan biologique? C'est une diarrhée chronique avec un syndrome inflammatoire, une VS accélérée, CRP accélérée, une hyperplaquétose. Sur le plan bilan de malabsorption, ce que vous aimez beaucoup les internistes, alors il y avait juste l'anémie hypochrome microcytaire, il n'y avait pas d'hypoalbumémie ni d'hypoprotéidémie, le reste est normal. Il est clair qu'à chaque fois qu'on a une diarrhée chronique, on demande la TSH. C'est vrai qu'on n'a pas demandé le VIH, on le demande parce que là c'est un déficit primitif. Les IgG étaient un taux bas, un peu inférieur à la normale. Il y a que Mme Ayla, à 5,6. Oui. Et le bilan un tout petit peu. Le bilan infectieux, on a fait coproporase des selles négatives, radiothorax, il y avait juste les séquelles de la chirurgie pulmonaire qu'il a fait. Et le CB était stérile et on a eu 3 BK crachats négatifs. Donc, à votre avis, à ce stade, rapidement, on va pas... C'est un patient suivi pour déficit immunitaire primitif et qui présente une diarrhée chronique, il est substitué et qui présente une diarrhée chronique liquidienne avec une anémie et un syndrome inflammatoire, chez qui il n'y avait pas grand-chose sur le plan clinique, il y avait juste cette ulcération anale. Rapidement, 2 ou 3 diagnostics. Maladie cœliaque-like. Des infections résistantes. Une infection. Oui, digestive résistante. Ça peut pas être un Crohn. Un Crohn. Oui.
Donc, diarrhée, ulcération anale, on évoque des crans chez les immunocompétents ou le reste, oui. Les infections, parce que c'est un déficitaire. Entéropathie. Entéropathie, madame, auto-immunité. Et quoi encore? L'atrophie villositaire, oui, qui peut expliquer l'anémie. Un diagnostic, vous avez oublié. Mais oui, parce que les malades qui sont en déficit, ils font des cancers. Donc il faut toujours évoquer le cancer chez le malade qui a des problèmes digestifs. Alors, il ne faut pas oublier la tuberculose. Diarrhée chronique avec ses manifestations anopérinéales, on doit évoquer aussi la tuberculose, surtout chez un patient qui est immunodéprimé. On a fait un bilan, on scanner. Donc regardez, il y a un épaississement scanner abdominal, il y a un épaississement colique gauche, c'est très épais. Mais il n'y a pas d'acide, c'est surtout à gauche, mais il n'y a pas d'acide, il n'y a pas d'adénopathie profonde, il y a un aspect de sclérolipomatoseuse pour un radiologue qui n'est pas probablement au courant comme quoi qu'il est suivi pour un déficit immunitaire, il pense à une Mickey gauche en général, RCH ou Crohn. Bien sûr, nous, endoscopistes, on fait le bilan de l'endoscopie, diarrhée chronique, on commence par une fibroscopie haute, on trouve une conduite œsophagienne. Bon, il n'y a rien de pH HP négative, et on trouve une giardiase, la giardiase, mais il n'y a pas d'atrophie villositaire. La coloscopie, on a cette colite ulcérée, comme vous voyez ici, c'est de larges ulcérations en cardiographique avec une paroi colique qui est très épaissie, avec un rétrécissement de la lumière, mais on est passé quand même, on est arrivé à aller jusqu'au niveau de l'ilion. L'ilion était endoscopiquement normal. Donc, au total, c'est une colite ulcérée segmentaire avec des intervalles de muqueuses. C'est comme le Crohn. Et à la biopsie, il n'y avait rien de spécifique sur le plan biopsie colique. Par contre, biopsie iléale qui était macroscopiquement normale, on a roulé les lames. Il y a cette augmentation des lymphocytes intraépithéliaux au niveau ilial, pas au niveau jejunal, comme la maladie cœliaque. Avec diminution des cryptes et une absence. Bon, il n'y a pas de granulome pour le Crohn ou pour la tuberculose, avec une diminution de ces plasmocytes dont a parlé Madame avant moi. Donc, on a fait la biopsie de l'ulcération anale sous sédation et c'était négatif, il n'y avait pas de granulome. Donc, jusqu'à présent, on est devant une colite ulcérée avec GRDA. C'est un patient suivi pour un déficit immunitaire primitif qui est sous traitement substitué. Alors, on a démarré bien sûr un traitement. Il était dénutri, on a donné de l'alimentation par voie parentérale. Perfusion, donc il a toujours. On a parlé avec vous, on vous avait demandé de rapprocher les je ne sais pas avec vous ou avec madame. Okay. On a donné des antibiotiques, amoxicilline. Alors le malade, il nous disait tout ça. Il nous disait, parce que je vous ai dit que la symptomatologie respiratoire s'est améliorée, mais le digestif est resté. Il a décompensé en 2016. Il nous a dit qu'à chaque fois qu'il a une diarrhée, il prend l'association amoxicilline acétylamique et il s'améliore. D'accord? Donc on lui a donné 1 gramme 3 fois. Traitement de la candidose par voie locale et générale, 150 par jour, milligrammes. Il est allergique au flagelle, donc on a donné de l'albendazole pendant 5 jours pour la giardiase et on a donné des soins locaux. Et donc la diarrhée a persisté, il a eu toujours mal. Absence, la fissure anale était vraiment très très douloureuse. Il garde toujours cette anémie. Et bien sûr, les autres, on n'a eu jamais de leucopénie ou d'hyperleucocytose. La CRP, elle était à 18 à un certain moment, mais la veille, elle était accélérée. On a demandé. Ah oui, j'ai oublié de vous dire ça. Parce que je n'ai pas écrit. Il faut penser aussi à la colite à CMV chez les malades qui sont immunodéprimés. D'ailleurs, on l'a fait, chez des malades qui sont immunocompétents, qui ont un Crohn ou un RCH. Quand il y a une poussée, on pense parce que le CMV, c'est un virus qui est opportuniste, donc il peut s'implanter là où il y a une immunodépression. Donc on a demandé la PCR, parce qu'il n'y avait pas d'amélioration, on a demandé la PCR et les sous-populations. C'était une PCR positive, très positive. Il y avait ça c'est logique, il y avait une diminution des CD20 pour les lymphocytes B, CD8 normaux. Donc on a mis le malade, donc pour nous c'est une colite à CMV avec une giardiase, atteinte haute et atteinte basse. Le giardia, il ne touche que le grêle, il ne touche pas le côlon, contrairement à l'amébiase. C'est pourquoi la giardia est une infection opportuniste. Alors, l'évolution, on a donné de la ganciclovir par voie injectable, c'est lourd et c'est cher comme traitement. Et après une semaine, il y a eu une régression nette, enfin pas nette, du nombre de selles, mais il y a eu une augmentation de la CRP. Donc on s'est dit, on n'est pas vraiment efficace. Il a insisté, moi je vous dis ce qu'on a vécu. C'est une observation vivante. Lui, il nous a dit, je veux reprendre l'augmentin pour que je m'améliore.
Il le dit. On était poussé parce que on donnait tout, il y a des immunoglobulines, il y a des antiviraux, etc. Il y a des antiparasitaires, on ne donne rien. C'est vraiment délicat la prise en charge parce qu'on n'a pas l'habitude de les gérer comme ça. Donc, on a repris l'augmentin, on a fait une rectosigmoïde de contrôle. Regardez, il y a une amélioration, mais il n'est pas net. Il y a toujours cette colite ulcérée, regardez, c'est pas très profond, mais il y a toujours ces ulcérations. Avec toujours à l'anapathe, il n'y a pas de spécificité. C'est pas une suppuration, ce qu'on va sur... Non, c'est des pots de fébrine. Ça apparaît comme ça. Quand il y a une ulcération, c'est qu'à dire que l'épithélium est abrasé. Et donc, c'est comme les ulcères gastriques. Cette muqueuse-là, cette perte de substance, ça va donner cet aspect. Ça, non, c'est pas du tout. Non. En tout cas, il n'est pas fébrile. Non, c'est pas fébrile. On peut dire que ça peut se ressembler à la colite de membraneuse, cette fameuse colite qui est secondaire au Clostridium difficile. D'ailleurs, on a demandé la toxine, on l'a pas écrit, et c'était négatif. Ouais. Bien, donc à J12, on a dit que quand on a donné l'antiviral, il s'est amélioré un peu, mais après, tout a repris. Et donc, il y a eu une reprise du nombre de selles avec une aggravation de le taux de la CRP. On a refait un bilan infectieux, ECB, radiothorax, hémoculture, examen parasitaux, tout était négatif. Et donc, à la fin du traitement, 21 jours, 12 selles par jour, l'ulcération est toujours là, l'anémie est toujours là, le syndrome inflammatoire. C'était une anémie qui est mal tolérée, on l'a transfusée parce que d'ailleurs, il était dépressif, etc. C'est un jeune en pleine activité et pourtant il tombe. Chaque fois, il doit revenir pour qu'il soit hospitalisé, etc. Ça, c'est le retentissement et la morbidité du déficit immunitaire. On l'a vécu avec quelques malades notamment avec ce malade-là. On a présenté le malade au staff, à notre staff, et on s'est dit, les antibiotiques, les antiviraux, les antiparasitaires, les l'immunoglobulines, ça ne donne rien. On va donner la sauce des internistes. C'est la corticothérapie. Donc, on me présente le mal, chaque fois je dis il m'a dit que c'est la corticothérapie. Mais là, on l'a dit, non, on l'a discuté avant CMV. Oui, on l'a discuté avant. Le malade, il a acheté le corticoïde, donc on a attendu un peu. Donc, on a donné de la corticothérapie Péros. Et regardez, il s'est amélioré ce corticoïde. Déjà à G5, ils ne peuvent pas vivre sans corticoïdes des internistes. Mais oui. Alors, à G5 de la corticothérapie. Oui, c'est ça. Ce que je lui ai dit, que la classe, il achète la corticothérapie, on n'allait plus. N'est-ce pas? Maintenant, l'idiothérapie. Bon, donc déjà à J5, il commence à s'améliorer. Regardez, G5, G10, même regardez l'ulcération, il a cicatrisé. Sans corticoïde. Ça a résisté aux vanciclovir, aux antiparasitaires. Quand il vient, quand il vient comme ça. Ah oui, il est dépendant de sa mère. Alors, par contre, on a une calprotectine. Vous savez, je ne sais pas ce que vous connaissez. Bon, les internistes, vous la connaissez. Calprotectine fécale, c'est une mesure au niveau des selles qu'on fait ça témoigne d'une inflammation au niveau de l'intestin en général. Nous, on l'a fait quand il y a un malade qui a une Niki pour différencier entre une diarrhée qui est secondaire à la poussée de Niki ou bien une diarrhée secondaire à un syndrome d'intestin irritable associé. Alors lui, il a ça. Bon, on n'a pas d'interprétation. On va voir l'évolution. C'est pas ça qui va nous imposer. Ça ne va pas avoir un impact pour l'instant sur le plan thérapeutique. Pour l'instant. Finalement, qu'est-ce que vous avez traité finalement? Oui, voilà, c'est ça la discussion. Alors, donc, le diagnostic étiologique, c'est une colite ulcérée avec GR12 qui a répondu à la corticothérapie. Alors, on a vu un peu qu'est-ce qui se passe concernant Alors, quand il y a une manifestation digestive au cours de déficit immunitaire commun variable, c'est soit qu'il y a une infection, soit un cancer, soit une inflammation inexpliquée, soit c'est auto-immune. D'accord? On a vu un peu tout ça. D'accord? Et alors, pour ce qui est, regardez, déficit immunitaire commun variable, on a trouvé la giardiase, mais ça n'explique pas la colite ulcérée que le malade présente. Bon, Biermer, ça c'est gastrique. Il n'a pas d'atrophie vélositaire alors qu'il a une giardia, et on sait que quand une giardiase donne une diarrhée chronique, c'est par le biais d'une atrophie vélositaire. Donc, du moment qu'il y avait une giardia sans atrophie vélositaire, ça veut dire qu'il fallait trouver une autre étiologie de la diarrhée, et c'était la colite ulcérée qu'on a trouvée.
On n'a pas trouvé d'hyperplasie folliculaire lymphoïde. Bon, ils ont mis écrit 3 croix, Mickey-like, c'est possible. D'accord? Alors, maladie granulomatose septique. On peut avoir un profil de Mickey-like. Il n'y avait pas de granulome, exactement. Alors, pour ce qui est des cancers, donc regardez, c'est pourquoi on l'a évoqué. En cas de déficit immunitaire sur le plan digestif, les deux cancers fréquents, au niveau intestinal, c'est le lymphome, et au niveau gastrique, c'est l'adécar. L'adécar colique, il est rare. D'accord? Alors, l'adécar gastrique, c'est surtout sur maladie du Biermer. Alors, juste entre parenthèses, maladie du Biermer, c'était une question. Chez nous, lorsqu'on a une atrophie villositaire chez un jeune, on pense à parce qu'on m'a dit Biermer, typiquement, c'est des sujets qui dépassent 45 ans, 40 ans. Si on trouve ça chez un sujet jeune, il faut penser au déficit immunitaire. Et les anticorps, avec notamment atrophie villositaire, atrophie fendique gastrique, avec des anticorps négatifs. Il faut chercher le déficit immunitaire. Ça aussi, c'est un message pour les gastro, pour les internistes adultes. Ça, c'est entre parenthèses. Donc, on a vu, le malade n'a pas de lymphome, on a fait un scanner, on a fait le grêle, il n'y a rien, et on a fait une coloscopie, il n'y a pas de tumeur. On a fait une coloscopie, il n'y a pas de tumeur. Alors, le déficit immunitaire, il y a un syndrome malabsorption, ce n'était pas typique, c'était juste l'anémie. Et regardez au cours du déficit, voici les différents mécanismes, on va le détailler un peu plus pour voir où est-ce qu'il se cadre notre malade. Alors, il est ici. Le déficit avec une giardia, c'est ce qu'on a trouvé. Mais comme je vous ai dit, on a eu des examens par ce décès qui sont négatifs. C'est particulier pour mais on l'a trouvé sur la biopsie. Mais comme je vous ai dit, il n'y avait pas cette atrophie villositaire. L'atrophie villositaire pour ce malade, on l'a pas trouvé. Par contre, ça, il y a une spécificité. Pour l'atrophie villositaire, pour la différencier de la maladie cellulaire, on sait que la maladie cellulaire, une atrophie villositaire, il y a une hyperlymphocytose, il y a une augmentation des lymphocytes intraépithéliaux. Chez notre patient, on a trouvé une augmentation des lymphocytes intraépithéliaux et une réflexion des plasmocytes au niveau de l'ilion. Ça veut dire qu'on a trouvé cette spécificité du déficit immunitaire, de l'atrophie villositaire chez le déficit immunitaire, pas au niveau du duodénum, mais au niveau de l'ilion, avec un ilion macroscopiquement normal. Ilion macroscopiquement normal. Alors, sur le plan intestinal, il y a cette hyperplasie folliculaire lymphoïde, on ne l'a pas trouvée. On a demandé combien de fois la relecture? La dernière colo, on a demandé à 2 reprises la relecture, on leur a dit toujours est-ce qu'il y a cette hyperplasie lymphoïde, il faut faire le compte des plasmocytes, etc. etc. On ne l'a pas trouvé, donc on n'est pas dans ce cadre-là. Et le malade, pour l'instant, il n'est pas prédisposé à faire de lymphome parce qu'il n'y a pas cette hyperplasie lymphoïde, mais il faut le surveiller. Les atteintes gastriques, je passe, ça c'est pas ce qui nous intéresse. Pour ce qui est des atteintes coliques par nous, on est devant une colite ulcérée. Mais il n'y a pas on n'a pas cette hyperplasie folliculaire lymphoïde, on n'a pas cet aspect pseudotumoral qu'on trouve en cas de déficit immunitaire. On a trouvé une plasmocytose, une diminution des plasmocytes au niveau de l'ilion. Et pour ce qui est des cancers, comme je vous ai dit, c'est beaucoup plus le lymphome, mais on ne l'a pas trouvé parce qu'on a fait un scanner, on a fait une coloscopie. Alors pour cette maladie granulomatose septique, pourquoi j'ai mis ça? Parce que pour les manifestations digestives, il y a cette iliocolite chronique Crohn-like aussi. D'accord? Mais là, c'est beaucoup plus des sténoses avec des ulcérations iliocécales. Nous, on a les ulcérations, mais on n'a pas cette atteinte iliale, il n'y a pas de sténose, etc. Et puis, on n'a pas fait le NBT test. Madame, je ne sais pas, est-ce qu'on doit le faire? Est-ce qu'il y a une association? J'aimerais nous dire, voilà, est-ce qu'il y a une association? Est-ce qu'on peut avoir des... Non. Non. Voilà, on ne peut pas avoir de type de déficit immunitaire, de la fonction phagocytaire et de... voilà. Donc, au total, j'ai fini. Quel diagnostic retenir? C'est une colite giardiase, colite ulcérée avec déficit immunitaire comme variable. Pour nous, c'est probablement une Mickey-like, un Crohn-like, parce qu'il y avait un aspect endoscopique. C'est beaucoup plus parce qu'il y avait cette réponse à la corticothérapie. On a tout fait et on n'a pas... il y a eu juste là. Et on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer après. Parce qu'on va faire la dégression, est-ce que ça va remonter? Je ne sais pas. C'est une affaire à suivre lors des staffs bimensuels que vous allez faire. Je vous remercie.